Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le CPP se retrouve avec vous pour la dernière émission de la saison 2019-2020. 2020, quelle année? On est content de finir le CPP en juillet, fin juillet, comme chaque année, on le finit en fin juillet. Par contre, on est toujours extrêmement préoccupé par le sort de notre collègue présentateur de ce format, Khaled Rani, détenu depuis 122 jours, qui devrait être jugé lundi prochain, le 3 août, Badlaïd. Ça s'est finalement fait Badlaïd. On espérait que ça se fasse lundi dernier, en même temps que ses co-inculpés, Hamitouche et Blarbi. On espère récupérer notre collègue donc lundi prochain et éventuellement faire peut-être quelque chose dans le cadre du CPP, mais pas dans ce format-là, avec Khaled Rani parmi nous. C'est vraiment ce que nous souhaitons. On était très optimistes encore il y a quelques heures, hier, avant d'apprendre l'arrestation de Monsef Aïtrassi, qui était le collègue et l'ami de Khaled Rani, à Shorouk News notamment. Ils ont travaillé pendant longtemps ensemble. Et l'arrestation aussi de Ramadan Rahmoun avec lui et d'une autre personne de la cellule technique qui travaillait pour France 24 en Algérie. Et ça nous a laissé très sombre sur l'avenir de la presse, l'avenir y compris Khaled Rani, parce que c'était un très mauvais signal. Dieu merci, aujourd'hui, on l'a appris, on l'a annoncé sur Radio M tout à l'heure, cette affaire s'est dénouée provisoirement, puisqu'il y a eu une libération en attendant le procès. Et ses collègues ont pu rejoindre leur domicile. On aurait souhaité avoir Monsef Aïtrassi avec nous, mais cela n'a pas été possible. Il est sûrement encore sous le coup de ce choc-là, et on aura plus de nouvelles éventuellement dans le cours de l'émission. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci d'avoir été tout le long de la saison avec nous. Merci d'avoir exprimé votre solidarité avec Radio M pendant les moments difficiles que nous avons pu vivre, qui ne sont pas d'ailleurs terminés, mais nous faisons face, il y a de la résilience. Pour ce dernier numéro, nous avons choisi de vous proposer un menu un peu décalé de l'actualité, essayer de revenir sur l'année politique spéciale que l'on a vécue de l'été dernier. La rentrée sociale, c'est en général en septembre. On peut considérer que le 15 septembre, avec la convocation du corps électoral pour le 12-12, c'était le moment solennel de la rentrée. Et puis aujourd'hui, à la fin de ce mois de juillet, essayer de voir un peu, de tirer le bilan de cette année politique à travers un certain nombre de questions pour traiter de cette approche, de ce menu que nous vous proposons, qui est un menu un peu spécial. Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau avec nous Louisa Aïd Hamadouche. Louisa, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. La dernière fois que tu étais avec nous, c'était dans une polémique, je crois. Absolument. Avec Rania Moufog. Tout à fait. Ouais, une polémique dans laquelle je n'étais pas tout à fait partie prenante, d'ailleurs. D'accord. Je vous ai laissé la polémique. C'est l'art de jouer les arbitres là où on le veut. En tous les cas, c'est une émission qui a bien marché. Il y a eu beaucoup de gens qui ont exigé que tu reviennes dans tous les CPP. Je ne sais pas si tu as regardé les commentaires. J'ai pas vu celui-là. Si, il y en avait beaucoup. Il y avait des commentaires un peu moins avenants pour quelques-uns de nos invités, mais bon. Karim Kibir, merci beaucoup d'être le journaliste politique qui nous a accompagnés le plus sur cette partie de l'année. Je crois, oui. Merci. Merci. On remercie par la même occasion tous ceux qui ont participé au Café Presse Politique depuis septembre dernier, évidemment, et qui ont permis de lire l'actualité, d'éclairer. Il y a des amis auditeurs qui parlent de boussole pour le CPP, et nous sentons le poids de la responsabilité dans ces cas-là. Et évidemment, nous vous remercions pour votre fidélité, pour la continuité de votre suivi et de votre aide que nous ressentons à chaque fois. Alors, il y aura un moment dans l'émission où nous allons accueillir Maître Abdelhak Mellah, avocat, ancien magistrat, qui va nous aider à aussi décortiquer l'année
politique qui est aussi une année judiciaire. Voilà, et d'essayer de comprendre pourquoi les magistrats sont peut-être, ou la réforme de la justice est peut-être le plus gros dératage de cette année. On avait tellement espéré de choses et nous allons essayer de comprendre pourquoi ça ne s'est pas fait et pourquoi on peut peut-être continuer à espérer ou pas que cela se fasse et sous quelles conditions. Très bien. Alors, évidemment, on parlera de l'affaire, à cette occasion, de l'affaire de cette arrestation, pour essayer de savoir aussi qu'est-ce qui a bien pu se passer. Il y a un volet Alger-Paris qu'on évoquera au passage. J'aime pas beaucoup les dossiers Alger-Paris parce que c'est toujours très... Mais en l'occurrence, sur ce dossier-là, évidemment, c'est inévitable. Oui, absolument. Absolument. Ça a été cité en tout cas par France 24 elle-même ce matin quand ils ont commencé à parler sur l'incarcération donc de Monsaf. Ils ont fait un commentaire qui m'a semblé, comme l'a fait remarquer quelqu'un, c'est des commentaires on dirait de prise d'otage. Ils ont dit comme quoi on était mobilisés, les autorités algériennes ont été saisies et le Quai d'Orsay, la cellule de crise ont été alertés. C'est comme si c'est... donc forcément on ne peut pas ne pas faire le lien entre un peu ce qui s'est passé. Forcément, il y a certainement un coup de fil de Paris. Oui. On en parlera tout à l'heure. La première question que j'ai envie de vous poser, je ne la poserai pas à Karim Kibé qui vient d'arriver. C'est lui qui nous a mis en retard. Je n'ai pas présenté mes excuses. Je m'excuse. Je ne les ai pas présentées aux amis auditeurs qui nous ont attendus. L'actualité, d'ailleurs, a fait qu'il nous a mis en retard. Donc, je la poserai forcément à celle qui était là à l'heure et qui est tranquille et qui peut fraîchement répondre à cette question-là. Le 12-12, le pouvoir pensait avoir peut-être réglé sa grande question existentielle, remplir la case Al-Mouradia. Donc avec Khaled, c'est le fils, avec Abdelmadjid Tebboune à la présidence. Et puis il y a eu un agenda. Cet agenda, on a commencé à le déployer en 2020, la commission sur la réforme de la Constitution. Et les choses se sont embrouillées ensuite à cause du Hirak dans un premier temps, qui a continué de résister, à cause du Covid dans un deuxième temps, qui a empêché de déployer cette feuille de route. Donc ma question c'est, à la fin du mois de juillet, est-ce qu'on peut considérer que le pouvoir a quand même réussi à renouveler sa façade politique et à lancer son agenda? L'agenda des autorités actuelles, je pense, comme tout agenda, il doit se développer sur des courts, moyens et long termes. À mon sens, l'élection présidentielle a réalisé un objectif immédiat qui était important aux yeux des gouvernants, qui était la nécessité de sortir de la situation hantée, à savoir la présence de l'institution militaire au devant de la scène politique. Cette situation, à mon sens, et compte tenu de l'évolution du système politique algérien depuis l'indépendance, était simplement intenable. Elle était intenable parce qu'elle mettait au devant de la scène ceux qui sont réellement aux commandes du pays, et donc ceux qui sont réellement responsables. Et quand on dit être présent dans la décision, être présent de façon apparente, et être responsable, ça veut dire qu'à un moment donné, on sera redevable des décisions qu'on a prises. Cette redevabilité est exclue dans la façon dont le système politique algérien conçoit la façon de gouverner. Donc il fallait absolument sortir de la présence sur la scène de l'institution militaire. À ce titre-là, l'élection du 12-12 est un succès. Pour moi, c'est un succès technique, parce qu'effectivement, c'était pas joué, le succès de cette opération n'était pas évident, elle a eu lieu, et on a aujourd'hui un nouveau président qui est effectivement civil. Maintenant, à mon sens, ce succès technique a des insuffisances importantes. Des insuffisances qui sont dues au contexte dans lequel ce succès technique a été réalisé et aussi au prix de ce succès. En fait, l'élection d'Abdelmadjid Tebboune s'est faite en cassant énormément dans la configuration du système politique. Il y a eu tout un tas d'événements, de contradictions qui ont montré que cette élection ne s'est même pas faite de la façon dont s'est faites les élections présidentielles les plus difficiles de l'histoire récente qu'on a connue.
2004, ça a été compliqué, mais c'est quand même passé. 2014, ça a été très compliqué, mais c'est quand même passé. 2019, ça a été très, très compliqué et ça reste compliqué après. Toutes les contradictions qu'on observe et qui aboutissent à l'hypothèse suivante, il y a sûrement ou sans doute 2 centres décisionnels au moins, nous explique que le succès technique n'était pas un succès politique parce qu'il n'a pas réussi à remettre le système politique dans la stabilité, l'équilibre, la cohérence qui était la sienne avant. Oui. Ce qui laisse dire d'ailleurs, Abdelmajid Tebboune, il a encore évoqué le complot dans la crise sanitaire et on peut imaginer qu'il va l'évoquer peut-être aussi dans la crise de cette affaire France 24. Absolument, absolument. Moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai très vite pensé par rapport à cette affaire de Monsaf. Je me suis la première des choses quand j'ai entendu qu'il a été placé sous mandat de dépôt hier, avec le réalisateur Rahmouni, la première question qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, comment se fait-il qu'un président qui a à peine quelques jours accordé un entretien à la même chaîne et subitement on met quelqu'un, même si par ailleurs il avait quitté soi-disant, la rupture du contrat s'est faite le 1er juillet. Mais en tout cas, concernant l'image vis-à-vis de l'étranger, c'est un coup qui n'est pas tout à fait... Donc je me suis posé la question, est-ce que, encore une fois, nous ne sommes pas justement dans le prolongement de cette guerre clanique? Succès technique, pas de succès politique. Absolument, absolument. On n'est pas sorti. Moi, je pense qu'en tout cas, on est toujours dans la même continuité, parce que quand vous entendez que chaque jour, même si en tant que journaliste, nous n'avons pas les moyens d'accéder en tout cas à ce genre d'informations, mais quand vous voyez régulièrement, chaque semaine pratiquement, vous entendez un officier supérieur de l'armée qui passe devant, qui est incarcéré, l'autre libéré, un autre qui doit être jugé, un autre qui a les changements qui ont été opérés. Et donc on ne peut pas dire que c'est-à-dire, comme le disait Louisa, qu'on est dans une forme de stabilité. Donc c'est juste un truc technique. Ils ont eu un président qui est là, mais ce qui suit derrière, c'est-à-dire récupérer la confiance, parce qu'en vérité, le plus grand défi pour eux, à mon avis, c'est récupérer la confiance. Alors, là, ils sont en train de s'enfoncer davantage. Alors, moi, je pense que la situation s'annonce encore plus compliquée pour eux dans les années et mois à venir. Commençons par les mois, les années, c'est trop long pour rester sur les années. Concrètement, bon, on a pensé à un moment donné que c'était réglé, qu'il y avait une sorte de réseau de décision qui était fidèle à Ahmed Gaïd Salah, qui était le vrai détenteur du pouvoir, qu'après le départ d'Ahmed Gaïd Salah, son décès, ce réseau-là avait été, réseau formel, avait été démantelé, Wassini Bouaza et d'autres, et que donc le nouveau pouvoir à la présidence et à l'état-major prenait la main. Mais sur quelle feuille de route? On a l'impression que sur la feuille de route, il y a... s'il n'y a pas de succès politique, c'est aussi parce que la feuille de route, ils n'arrivent pas à la mettre, justement à l'appliquer. Mais est-ce que c'est la faute aux dissensions ou est-ce que c'est la faute au Covid, tout simplement, qui empêche de faire cela? Je précise ma question. Le fait que Tebboune continue de s'appuyer sur la majorité parlementaire de Bouteflika, est-ce qu'on peut imaginer que c'est quelque chose qu'il subit parce qu'il ne peut pas organiser de nouvelles élections, il ne peut pas accélérer ça? Il aurait peut-être voulu faire autre chose. En fait, je crois qu'on est dans une situation où nous avons une vieille locomotive qui fonctionne au charbon et nous n'avons plus de charbon pour la faire fonctionner. Aujourd'hui, on est au règne de l'électricité et la locomotive n'est pas adaptée à l'électricité. Je prends un exemple tout bête. Pour dire quoi? Pour dire que la résilience du système politique algérien a besoin de ressources. Sa résilience, elle n'est pas wahyuha, c'est pas quelque chose de divin. Le système politique algérien s'est toujours appuyé sur des ressources matérielles, la rente, la redistribution de la rente, mais pour ça, il faut beaucoup de ressources financières. Ce n'est pas le cas. Elle s'est toujours appuyée sur une sorte de légitimité immatérielle, bien sûr la guerre de libération pendant longtemps, ensuite la légitimité sécuritaire pendant une certaine période. Oui, longtemps aussi. Les années Bouteflika, c'est ça. Exactement, plus la rente.
Et là aussi, la légitimité sécuritaire, le Hirak a montré quelque chose qu'on ne pouvait pas deviner sans le Hirak, c'est que, en tout cas, une bonne partie de la jeunesse algérienne était sortie de ce trauma, sans même en avoir fait la thérapie, hein, ce qui peut être problématique, et peut-être que plus tard on s'en rendra compte. Mais en tout cas, la légitimité sécuritaire ne marche plus du tout sur une bonne partie de la population algérienne. Donc, la légitimité aussi en fait défaut aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, si vous n'avez ni rente à redistribuer, ni une approche, un discours pour mobiliser, comment allez-vous mobiliser la base sociale dont le président actuel a effectivement besoin? Il me semble que le Parlement actuel est plus une contrainte, un poids, un boulet pour le président qu'une source de support et de soutien, même s'il vote toutes les lois qu'on voudra bien lui faire voter. En d'autres termes, s'il avait pu organiser des élections législatives rapidement et garantir une base sociale qui soit incrédible et loyale, parce qu'il faut ces deux éléments. On ne peut pas avoir une base sociale loyale sans qu'elle soit crédible, parce qu'ils ont déjà le FLN et le RND. Ils ont besoin de crédibilité et de loyauté. Dans le contexte actuel, ce n'est pas possible. La façon dont l'élection présidentielle s'est passée, la façon dont les candidats ont été chahutés, la façon dont la campagne a été un échec médiatique mais incroyable, fait dire qu'une élection législative tout de suite après se serait passée dans le même contexte. Donc pas d'élection, alors que c'était prévu à l'origine, pas d'élection immédiatement. Ce qui fait que ça signifie, par déduction, ça signifie que le pouvoir actuel aujourd'hui n'est pas capable de renouveler sa base sociale. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de partis politiques ont été agréés, des associations à caractère national ont été agréées également. Est-ce que cela suggère qu'une action sera menée avec ces nouveaux acteurs, entre guillemets? Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si ces acteurs n'ont qu'une seule caractéristique, la loyauté, sans être crédibles aux yeux de la majorité de la population, le résultat ne sera pas au rendez-vous. Le régime Tebboune, pour utiliser l'expression qui monte, le régime Bouteflika a terminé, le régime Tebboune n'arrive pas à se créer, à s'arrimer une nouvelle base sociale. Il utilise les instruments qu'il y avait avant, les instruments de la façade politique qu'il y avait avant, donc reste avec le même Parlement, avec une majorité FLN-RND. On parle de plus en plus, dans les débats, dans les commentaires, etc., d'une taufiqisation de l'approche politique, c'est-à-dire d'un retour de la gestion du politique par l'ex-DRS, qui est aussi un élément du dispositif qui existait du temps de Bouteflika, peut-être pas vers la fin, mais qui a existé pendant longtemps. Est-ce que, Karim Kébir, tu y crois à cette possibilité que le politique, entre guillemets, la présidence n'étant pas en mesure de créer quelque chose de nouveau au niveau de l'institutionnel politique, se rabattent sur les réseaux de Tawfiq et finissent au bout du bout par réhabiliter Tawfiq lui-même, le général Tawfiq, le général Mediane, pour pouvoir revenir à une gestion qu'il connaît des partis politiques, de la classe politique, des associations, dans le but de consolider une base sociale qui fait défaut aujourd'hui. Oui, je crois que ça se tient parce qu'en tout cas, s'il y avait réellement une volonté chez ce pouvoir, je pense qu'on n'aurait pas perdu autant de temps. Après plus d'une année d'un Hirak quand même qui a tout et il a tout donné, il a montré sa maturité. Il y avait énormément de propositions qui ont été faites par la société civile, par les partis. C'est-à-dire s'il y avait une volonté pour ce pouvoir, il pouvait sortir de cette crise. Mais en fait, on était dans l'équation toujours d'un règlement clanique. Donc aujourd'hui, c'est je ne sais pas si je peux utiliser l'expression d'un retour de manivelle, ou en tout cas le retour de ces anciens éléments de Tawfiq. Il y a beaucoup d'indices avec le retour de Chafiq Msbah, avec le conseiller à la sécurité qu'on a placé à la présidence. Forcément, donc il y a la récente libération des générales. Absolument. Donc de mon point de vue, il y a une nouvelle approche, certainement, il y a une nouvelle approche de la gestion de la situation qui va venir, parce que là, le Covid les a pris de court quand même. De mon point de vue, le Covid a
plutôt aggravé un peu, a beaucoup contrarié, en tout cas, la feuille de route qu'ils allaient mettre en place. Parce que quoi qu'on en dise, ils avaient décidé en tout cas d'aller jusqu'au bout de leur logique. Et là, je pense que le Covid n'a non seulement mis à nu cette gouvernance, mais en même temps il a compliqué davantage leur plan. Et c'est forcément, ils voient venir que la situation va encore devenir plus compliquée. On les a vus, même les ONG comme Crisis Group qui mettent en garde, qui appellent à dialoguer, parce qu'ils savent qu'avec la grave crise économique, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une radicalisation un peu du mouvement. Et on le voit aussi aujourd'hui avec les haragas. Ce sont des indices assez sérieux qu'il faut pas négliger. Donc peut-être, probablement, il y a une nouvelle approche, mais est-ce que ça se fait en coordination entre la présidence et les services? Moi, je ne sais pas. Mais je suppose que c'est toujours un clan qui veut dire que moi, j'ai plutôt raison. C'est cette démarche qui doit prévaloir sur une autre. Ouais. Alors, peut-être que si on parle d'associations agréées, de partis politiques agréés, etc., il se prépare peut-être quelque chose. Donc, Karim Kibir dit que la tendance, c'est un peu de revenir vers ce qu'on sait. En 2019, c'était le panel de Karim Younes qui s'occupait d'organiser éventuellement une feuille de route politique. On a le sentiment qu'en 2020, sous Abdelmajid Tebboune, c'est le DSI qui s'en occupe, notamment le général Rajdi, qui est le nouveau titulaire du poste à la place de Wassini Bouaza, dont il essaie de se démarquer au niveau de la forme déjà. Donc, question, est-ce qu'il y a des chances que ça soit plus efficace quand c'est directement le sécuritaire qui s'occupe d'un agenda politique? Déjà, pour répondre à cette question, vous disiez, est-ce que les services d'enseignement sont capables de gérer ou de gouverner? En fait, pour moi, il faudrait d'abord se poser la question de savoir si les conséquences de ce qui est arrivé depuis au moins 2015 au niveau des services de renseignement, le démantèlement, le transfert d'énormément de prérogatives des services d'enseignement à l'état-major, enfin, la militarisation au sens tank d'une action qui est plutôt politique, beaucoup plus politique que militaire. Quels sont les effets de cet affaiblissement qui remonte à plusieurs années déjà? Logiquement, l'institution, aujourd'hui, il est difficile d'imaginer qu'elle soit aussi forte et aussi influente et aussi stable qu'elle ne l'était en 2011, en 2012. Déjà, il y a cet élément-là. On n'a pas la réponse, évidemment, mais on peut supposer que le 4e mandat n'a pas été sans conséquence sur l'efficacité et l'efficience des services de renseignement algériens à contrôler la vie politique et la société algérienne. Premier élément. Deuxième élément, l'expérience de Karim Younes l'année dernière, réitérer la même expérience aujourd'hui. Donc les services d'enseignement ont-ils gardé les mêmes compétences qu'ils avaient avant? Et deuxième question, leur redonner cette mission est-il judicieux, compte tenu des conséquences connues de l'expérience de Karim Younes? En fait, il me semble que si les services d'enseignement en tant qu'institution a eu cette intelligence qui a au moins permis à l'État algérien de survivre à tout un tas de choses, aura-t-il cette intelligence de comprendre aujourd'hui que la gestion du Hirak n'a absolument rien à voir avec la gestion du terrorisme? Alors qu'on a l'impression que ce sont les mêmes instruments qui sont utilisés. C'est ça. Exemple, la gestion du terrorisme, le général Ammar Ismail va pactiser directement avec l'AIS à Texana, dans les maquis, en parallèle d'une négociation politique qui aurait pu avoir lieu, qui avait eu lieu entre Betchin, la présidence, et les leaders politiques du FIS. C'est un peu cela. Et ça, et en même temps, la gestion du terrorisme a eu deux volets, un volet répressif et un volet politique. Le Hirak n'a pas besoin de volet répressif parce que ce n'est pas un mouvement violent. Donc, la rationalité voudrait qu'on écarte cet aspect-là pour aller à l'aspect politique. Or, l'aspect politique ne peut pas être mené de façon optimum par des non-politiques. Une crise politique ne peut pas être gérée par une institution militaire.
S'il y avait une leçon à tirer de 1 an de Hirak, c'est ça. Parce qu'en fait, lorsque le pays a été géré par un militaire, par des réflexes militaires et sécuritaires, le résultat a été la persistance du Hirak de toute façon. Donc ce type de solution, ce type de mesure n'est pas une solution à un problème déterminé qui est un problème politique. Donc en étant un tout petit peu optimiste, on peut présenter l'hypothèse selon laquelle les échecs passés serviront aujourd'hui, au moins à modifier les instruments qui seront utilisés. Donc, pas de répression parce qu'il ne s'agit pas d'une menace au sens propre du terme, d'une menace violente, et économisons du temps et allons à l'option politique. L'option politique ne peut être menée que par des acteurs politiques ayant la compétence et la crédibilité. Là encore, on revient à la crédibilité dont a besoin le président aujourd'hui comme base sociale. Or, il ne pourra obtenir cette crédibilité que si il y a réellement une solution politique inclusive. Et à commencer par prendre des mesures pour au moins montrer qu'il y a cette volonté d'aller dans cette option. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à concéder. Ce n'est pas possible tout de même. Depuis décembre, on attend des mesures. Laisser les gens s'exprimer librement, qu'ils s'organisent librement, que l'opposition accède aux télévisions, qu'il y ait des débats contradictoires. Moi, j'aimerais bien voir Louisa invitée à l'UNTV, à débattre, à défendre ses idées, à avancer. Mais est-ce qu'elle aura cette chance? C'est ça le problème. C'est qu'il ne donne pas les signes d'une volonté d'aller à une solution politique. C'est qu'ils ont une feuille de route, ils doivent l'appliquer. Et ils s'en foutent. Est-ce qu'ils vont rétablir cette confiance avec le peuple ou non? On a l'impression, parfois je me dis, je n'ai jamais vu des dirigeants qui veulent gouverner contre un peuple. C'est quelque chose de je ne sais pas comment le qualifier. Ce n'est pas possible parce que la moindre des choses, c'est d'aller chercher justement cette confiance qui leur fait défaut. Or, tout ce qu'ils entreprennent, c'est il va dans le sens d'aggraver davantage, de creuser davantage cette rupture. Alors, Karim, tu l'as évoqué, l'apaisement, ce serait de laisser le peuple s'organiser, donc de restaurer un minimum d'espace de liberté. Dans le peuple, il y a le Hirak, majoritairement, sans doute. Le Hirak qui a donc animé cette année, dont on est en train de dérouler un petit peu le bilan ensemble. Est-ce que le Hirak a eu raison de ne pas s'organiser pendant tout le temps où la question était posée, avant la crise et aujourd'hui, évidemment, on parle de cette organisation puisque tu viens de dire que le pouvoir devrait laisser le Hirak s'organiser. Est-ce qu'il a eu raison de ne pas s'organiser ou est-ce qu'il a eu tort? Il a eu tort, mais il n'avait pas d'autre choix. Il a eu tort parce que depuis le début, en fait, on sait que le mouvement populaire à lui seul et la pression qu'il représente sur les pouvoirs publics ne peut pas conduire à un changement politique. La pression populaire est un moyen de pression, c'est une pression. Ce n'est pas un changement, ce n'est pas un instrument de changement. Donc l'organisation était nécessaire depuis le début, sauf qu'elle n'était pas possible pour tout un tas de raisons. Elle n'était pas possible parce que le mode de gouvernance en Algérie a mis les Algériens dans une situation qui les a rendus, en tout cas qui leur a fait comprendre qu'il n'était pas utile de s'organiser. Et quand ils s'organisaient, ça se retournait contre eux. Donc pas utile parce que tant qu'il y a l'État-providence, tant qu'il y a la redistribution de la rente, tant qu'il y a la sécurité de l'emploi, tant qu'il y a les subventions, on n'a pas besoin de syndicats, on n'a pas besoin de se battre pour avoir ses droits. Il y a toute une culture qui s'installe d'émission volontaire de l'action politique et citoyenne, d'une part. Et d'autre part, quand on est dans cette situation-là aussi, et donc ça c'est le premier aspect, on n'a pas besoin de s'organiser. Donc les agents ont pris l'habitude de ne pas s'organiser, de ne pas se mobiliser, de ne pas penser collectivement. Ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que les maigres expériences qui ont eu lieu ces dernières années se sont très mal terminées. On ne peut pas compter le nombre de fois où les Algériens se sont dit non, on ne s'organise pas parce qu'on sera trahis.
Enfin, on connaît surtout l'expérience de 2001 des Harouche, mais au-delà, c'est un NLT c'est beaucoup plus large que ça. De 2011, les syndicats indépendants, c'est plutôt une bonne expérience d'organisation. Oui, mais on connaît... Mais les dégâts faits par le pouvoir, ils sont terribles sur la confiance. Je ne veux pas parler uniquement... Pour moi... Mazafran, c'est autre chose. Hein. Oui, mais Mazafran s'est terminé en 2016 lorsqu'il est à l'approche des élections législatives. Et c'est sans doute cette élection qui a fait exploser l'initiative et donc des calculs politiques assez étroits. Exactement, in fine. La perception qu'ont les agents des partis politiques est très, très mauvaise. Et malheureusement, le Hirak ne l'a pas beaucoup amélioré, exception faite pour certains qui sont restés dans le Hirak très engagés. Et donc, soit on ne ressent pas le besoin de se mobiliser et de s'organiser, or c'est l'étape essentielle d'une action politique, soit on n'a a priori pas confiance dans ce qui va déboucher comme organisation parce qu'il y a eu des expériences malheureuses et parce que la classe politique et syndicale ne sont pas suffisamment crédibles pour encourager à l'organisation. Donc ça, c'est pour expliquer... C'est pas pour justifier. Et ça n'a pas changé en 50 semaines et plus de manifestations populaires. Le besoin de s'organiser. Parce que, je rappelle, un des arguments, c'était si on s'organise, il y a deux risques, la répression et la récupération. L'infiltration, voilà. Bien sûr. La récupération. S'il y a des chefs qui sortent, c'est ça, la récupération des chefs. Oui. Bon, la répression, on l'a eu, puisque les arrestations des chefs, d'une certaine façon, des figures les plus représentatives. À la limite, le casting, c'est le pouvoir qu'il a fait en choisissant ceux qui devaient être arrêtés. Et donc, il a consolidé leur image de figure du Hirak. Et puis, la récupération, on a le sentiment que la détention, elle a empêché toute récupération, parce qu'en règle générale, ils sont plus déterminés à réaliser les revendications du Hirak, en sortant de prison pour ceux qui sont sortis. Donc, ce sont des arguments qui sont tombés. Mais oui, tout à fait, ils sont tombés. Et ajoutons à cela... l'élection présidentielle n'aurait même pas pu être un succès technique si le Hirak avait été organisé à cette époque. C'est l'absence d'organisation qui a fait que aucun mot d'ordre, mis à part le boycott, mis à part sortir dans la rue, n'a fonctionné. Ni la grève générale, ni la désobéissance civile, ni tous ces mots d'ordre, mis à part certaines régions, n'ont pas fonctionné pour une raison simple, c'est que toute action de mobilisation exige des organisations implantées et crédibles. Ça a été démontré dans tous les pays du monde. Donc on ne pourra pas être une exception. Et ceux qui ont été déçus par le fait que l'élection présidentielle ait lieu sont les premiers à se rendre compte que aucun succès, aucune mise en échec des rendez-vous prochains ne sera possible si le Hirak ne s'organise pas. Et je n'entends pas par là que le Hirak s'organise en une méga organisation. C'est pas du tout ça. C'est bien au contraire des organisations qui représentent le même objectif avec des moyens différents. Le Hirak a eu tort de ne pas s'organiser, mais il n'avait pas le choix. Karim Kébir n'avait vraiment pas le choix. Il n'avait pas le choix, il n'avait pas... je crois qu'on a déjà parlé sur ça, c'est qu'il y a aussi un passif. Il faut dire que le pouvoir n'a jamais laissé aussi les Algériens d'exercer la politique, de faire la politique. Ah si, en 89, décembre 89, Hacine Ahmedou vient de l'étranger. Une nouvelle génération. L'année d'après, Ben Bella rentre, le fils fait ses manifestations au centre d'Alger, tout le monde s'organise. Là, Ihsan, on parle d'une génération. Moi, je parle de la génération d'aujourd'hui. Ouais, j'ai entendu le pouvoir algérien n'a jamais autorisé, donc je rappelle que ça s'est fait. Quand même. La génération, celle qui a fait février 2019, je crois qu'elle a vécu l'essentiel sous l'ère de Bouteflika. Donc ils n'ont jamais connu c'est quoi l'exercice politique, c'est quoi. Donc c'était une histoire d'argent, les Algériens s'occupent de la rente, la distribution de la rente et tout ça. Donc cette dépolitisation, même si aujourd'hui on a été bluffé quand même de voir quand même que les jeunes étaient suffisamment, ils ont beaucoup de maturité, ils savaient quoi. Mais en même temps, cette organisation, on l'a dit, d'une part, il y avait le pouvoir en face parce qu'il n'a pas voulu justement à ce que ce mouvement s'organise. Donc dès le début, il s'est mis à chaque fois détecter toute tête qui dépasse, il faut la couper. Donc c'est comme ça qu'on a mis énormément de gens en prison. Et puis il y a une autre hantise, c'est l'infiltration. C'est que
le travail de SAP qui a été fait justement par les services depuis longtemps a fait qu'aujourd'hui que les Algériens ont peine à faire confiance même aux voisins. C'est-à-dire, dès que vous faites une petite initiative, à chaque fois on s'interroge qu'est-ce qu'il y a derrière, qui est derrière, pour quel objectif. Cette crise de confiance est, à mon avis, constitue, c'est un poids terrible pour construire quelque chose. Mais après, c'est vrai qu'aussi que le Hirak, à mon avis, le fait de diaboliser à chaque fois qu'il y a une initiative, qu'on la diabolise, qu'on cède à la manipulation et tout ça. Moi, j'ai vu par exemple les initiatives de la société civile et tout ça. Il y a des propositions qui étaient extraordinaires. Parce qu'en fait, le rôle de l'élite, comme le disait Louisa, le mouvement populaire, c'était qu'un moyen de pression, mais il appartenait à l'élite, de donner un prolongement, d'expliquer un peu les slogans, de leur donner un contenu politique. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'écho escompté. Mais là aussi, le pouvoir a joué son rôle parce qu'il empêchait aussi à ce que ces initiatives aient l'écho qu'il fallait. J'ai eu le plaisir de voir Karim Tabou hier, de prendre de ses nouvelles, de discuter un peu avec lui de la situation, de voir éventuellement aussi comment il reprendrait la parole publiquement, notamment sur ATM, ça nous intéresse. Et sur cette question-là, il m'avait dit quelque chose qui m'a interpellé, je me permets de le répéter sans autorisation. Il m'a dit, le Hirak, une des choses qu'il a vraiment dévoilé, c'est qu'il ne veut plus que les élites politiques passent des accords sous la table avec le régime. Il faut que tout soit transparent. Absolument. Voilà. Et donc ça m'amène à poser la question, si le Hirak s'organise, à quel moment il doit être transparent dans parce que s'il s'organise, inévitablement, on va penser à une feuille de route politique et on va penser à une négociation sur la situation et sur la transition. Juste avant, tu voulais parler d'autre chose. Exactement. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Karim. On a tendance à considérer que le soulèvement populaire du 22 février, c'est un soulèvement de jeunes. Je ne suis pas du tout convaincue par ça. Et là encore, c'est par déduction que je vais essayer de vous convaincre que ce n'est pas le cas. Un mouvement de foule, s'il est quelque chose, monogénérationnel, ou s'il n'est constitué exactement, que de garçons, ou que de jeunes, ou que de femmes, ou que de vieux, il ne peut pas se pérenniser. Il s'affaiblira et mourra de sa belle mort si elle est belle. La force du Hirak, contrairement à tous les soulèvements que l'Algérie a pu connaître, les émeutes de 88, 2001, toutes les micro-émeutes que l'Algérie connaît par milliers chaque année, ne se sont pas perpétuées parce qu'elles avaient toutes échoué à rassembler toutes les catégories sociales du pays. Le Hirak, c'est un mouvement transgénérationnel dans lequel on trouve de 7 à 77 ans, comme dirait la chanson. Effectivement, on trouve des personnes âgées et des enfants. C'est un soulèvement où on trouve les hommes et les femmes. C'est un soulèvement qu'on ne retrouve pas uniquement dans les villes, mais dans les villes et dans les campagnes. C'est un soulèvement qu'on ne retrouve pas uniquement au nord, mais aussi au sud. C'est ça qui fait sa force. Donc, pour revenir à la question de l'organisation, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il faut donner du temps au temps. La jonction entre les jeunes aujourd'hui, qui sont la force vive du Hirak, avec la génération qui a déjà un parcours de militant, qui a déjà un capital d'expérience, qui a déjà acquis des réflexes et la façon de gérer des situations de crise, cette jonction, elle va se faire, ne serait-ce parce qu'ils sont déjà rassemblés dans le Hirak, ne serait-ce parce que les débats ne sont pas des débats entre jeunes ou entre garçons ou entre supporters ou entre vieux, non. Les débats qu'on voyait dans la rue, c'était des débats où il y avait un peu de tout ça. Y compris sur le plan idéologique, évidemment. Le fait que le Hirak soit pluriidéologique, c'est très important. Donc cette jonction ne pourra que se faire parce que la proximité est là. Et c'est ce qui permettra, à mon avis, à ce mouvement de mûrir et de produire ce qu'il doit produire, à savoir une proposition politique qui soit la plus rassembleuse, la plus fédératrice possible. Et c'est la force de cette proposition qui obligera les pouvoirs publics à s'asseoir autour de la table.
C'est pas le contraire. C'est pas les pouvoirs publics qui vont proposer. À chaque fois que les autorités ont proposé un dialogue, il a échoué parce que les propositions qui sont du sommet à la base sont déjà balisées avec un contenu et un contenant qu'on ne discute pas. Par contre, si les propositions qui viennent de la base sont suffisamment fortes, parce que riches de leur contenu et de leur contenant, de ceux qui les portent, ça obligera les pouvoirs publics à accepter ce que tu disais, des négociations. Maître Abdelhak Mellah est avec nous. Maître, désolé de vous avoir fait attendre autant. Une première question, elle ne peut pas nous échapper. Qu'est-ce qui peut bien se passer entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique pour qu'on assiste à ce qui vient de se passer ces dernières 24 heures voilà, cette pantalonnade avec l'arrestation de 2 confrères et leur libération aujourd'hui. Comment ça peut se faire sur le plan technique, sur le plan judiciaire? Sur le plan technique, tout simplement, ça montre que la chose judiciaire a été gérée par des instances, des forces extrajudiciaires. Donc c'est une intervention, j'allais dire, brutale, directe. Donc c'est pas conventionnel. Ça démontre tout simplement que là, on est passé à une gestion brutale de la chose publique en général et de la chose judiciaire en particulier. Si vous permettez, Hassan, je voulais juste dire qu'il y a ce paradoxe concernant la justice et le Hirak. C'est vrai que les premières semaines, les premiers mois, les Algériens étaient heureux de découvrir une magistrature, des magistrats jeunes, j'allais dire beaux, qui ne voulaient rien qui étaient attachés à la légalité, à l'état de droit, à la protection des droits et des libertés. Mais 6 mois après, on découvre notre justice, une justice aux ordres, une justice qui n'a pas beaucoup de scrupules concernant le respect de la loi et des libertés, entre autres l'affaire dont vous faites part. Pour expliquer ceci, je dirais tout simplement que au début, il y avait une révolution, il y avait une jonction entre une partie de la magistrature qui était, il faut le dire, qui était minoritaire, qui était pour le changement. Donc toute l'intelligence de ces jeunes magistrats, c'est de s'allier avec les avocats et avec des composants de la société civile pour adhérer à un mouvement, pour lui donner un visage. Et ça a beaucoup sécurisé, ça a beaucoup encouragé le Hirak. Mais il faut le dire qu'il ne faut pas mélanger entre 2 choses. La chute d'un clan, du clan Bouteflika, est une chose, mais la chute du régime est une autre. Donc, j'allais dire, si Bouteflika est tombé au bout de quelques semaines, le régime, il était là, il a tous les moyens entre les mains, il a fait actionner donc ces moyens habituels pour tenir les magistrats et la magistrature toujours bridée. Maître Mellah, juste une question à ce stade de votre réponse. Est-ce que le Hirak n'a pas suffisamment protégé la partie minoritaire des magistrats qui avaient fusionné avec la Révolution? Exactement. Il n'a pas du tout su protéger parce que tout simplement, peut-être ça fait partie un peu des critiques qu'on pourrait faire, bien sûr des critiques bienveillantes qu'on pourrait faire au Hirak. On était dans l'euphorie, on croyait que ça y est, qu'on était en pleine révolution. Non, on était tout à fait au début, c'était pas du tout gagné. Si vous vous rappelez très bien, je vais vous citer un exemple. En plein, au temps de Lour, au temps de Bouteflika, il y avait un juge, le premier juge qui a prononcé des relax conformément à la loi, a été Sidi Mohamed, tout simplement. On lui a changé de section. Si vous vous rappelez très bien, en plein Hirak. Donc c'est pour vous dire que la contre-révolution était en marche et que le système, donc je dis, si le clan Bouteflika s'est montré très faible, donc j'allais dire, on n'a pas eu beaucoup de mal à le faire tomber, aussi en utilisant le Hirak, mais il faut dire que le système, il est toujours là, il est fort, il s'est fortifié, il s'est même permis une gestion non conventionnelle, comment j'allais dire. Ça veut dire là, on passe directement à l'acte, c'est la gestion par le fait. Il ne s'embrasse pas de formalité ni de forme. Le procès de Tabou, les 2 journalistes là,
Le procès de Tabou, c'est quand même un moment fort dans le sens de la dégénérescence de l'appareil de la justice. On peut rappeler les faits, c'est la Cour d'appel d'Alger qui, quasiment dans un non-procès, condamne Karim Tabou à 1 année de prison. Bon, vous avez la Cour d'Alger, mais avant la Cour d'Alger, on avait la chambre d'accusation de Tipaza qui a prononcé la libération de Karim Tabou et il était arrêté quelques heures après. Oui, au début de son arrestation en septembre. Oui. Des topos comme ça, c'est Hassan, il y en a tant, beaucoup. Ça veut dire vous avez des décisions, on annule des décisions, on revient sur des décisions fortes, on sanctionne même les magistrats. Est-ce le pire qu'un magistrat qui juge en son âme et conscience des affaires sensibles comme celle-là, des affaires politiques, c'est quoi? C'est d'être suspendu, c'est d'être renvoyé, comme il y a eu ce mouvement des magistrats, d'être renvoyé à un siège qu'ils ne désirent pas? Le pire, c'est quoi? Généralement, on les met sur une liste, ça veut dire la liste des gens dangereux, les gens indésirables, les gens peu fiables. Donc, comme première mesure, on les fait déplacer dans l'espace. Donc, un juge comme ça, il ne peut pas être à Sidi Mohamed, il ne peut pas être à Alger, il peut être à Ouedsouf, par exemple, comme notre ami Blahadi. Il ne peut pas être à Tipaza, on peut le mettre à Indefla. Et puis, vous avez des sanctions, des fois, qui vont avec le blâme, l'avertissement, la poursuite disciplinaire. On a vu en plein confinement, là je change un peu de sujet, tous les détenus, toutes les affaires où les détenus où les accusés n'étaient pas détenus ont été renvoyés pour cause du Covid. Et par contre, on a des magistrats qui ont été condamnés pendant cette période de crise sanitaire. Alors que la règle, c'était de ne pas juger les affaires où les prévenus ne sont pas en détention. Voilà, ça veut dire, pour vous dire tout simplement que les magistrats du Hirak ou les magistrats en général ont payé les frais d'un certain retour et une gestion brutale de la chose judiciaire. Alors, une gestion brutale de la chose judiciaire, je vais encore vous poser une ou deux questions avant de revenir à nos amis au plateau et de vous revenir encore pour clore cette émission. Un magistrat, il a quand même la loi de son côté. Un magistrat à qui on présente un dossier d'accusation, je pense à la police judiciaire, je pense aux services de sécurité qui ont force de police judiciaire depuis 1 année, à la gendarmerie nationale. Il y a un dossier qui est vide, qui est présenté, et on accepte de le qualifier de façon, de façon qui ne correspond pas à ce qu'il y a dans le dossier, et ça finit finalement quand c'est jugé, ça donne toujours des procès un peu hallucinants où il y a rien, et les accusations sont très graves. Est-ce que un procureur peut encore aujourd'hui renvoyer la police judiciaire à son enquête pour dire compléter ce dossier, il n'y a rien dedans qui me permette de décider de qualifier ou de transférer même au juge d'instruction? C'est une autorité que le procureur peut avoir et que le juge d'instruction peut exécuter. Bien sûr, théoriquement, il peut le faire. Des magistrats l'ont fait, mais ils ont payé le prix. Mais je dis tout simplement que les choses sont ordonnées de telle façon pour que ce genre de décision soit très rare ou inexistant, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a toute une organisation pour rendre la justice dépendante, non dépendante. Ça veut dire qu'il y a toute une organisation où on peut s'assurer des résultats avant même le déclenchement de n'importe quelle poursuite. Tout simplement, donc, c'est des décisions qui sont là en réponse à une injonction. Ça se passe. Alors, le logiciel, le logos de ce système raffiné, donc qui peut assurer les résultats avant même qu'on engage une action, c'est la direction des affaires pénales au ministère? Bon, on peut dire que c'est vrai que, mais là, pour la première fois, on ressent que les choses dépassent un peu les instances classiques. Là, on est en train de vivre l'intrusion des forces extrajudiciaires. Ça veut dire que ça dépasse même le ministère de la Justice. On a cette terrible impression. Ça a été dit publiquement concernant, par exemple, l'affaire Tabou. Tout le monde sait que, que ça vient d'ailleurs.
Oui. Karim Kébir, la presse était un autre pouvoir. Le quatrième, en principe et en théorie. On n'a pas les trois pour parler du quatrième. On n'a pas les trois, effectivement, pour parler du quatrième. Est-ce que la presse, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de payer? Ça devient banal de faire entrer un journaliste en prison aujourd'hui. Est-ce que c'est cet alignement des magistrats sur les injonctions, est-ce que ce n'est pas en train de sacrifier également la liberté de la presse à un point impensable il y a quelques mois? Absolument, je crois que ce sont les deux pieds qui sont les fondements de la démocratie, c'est-à-dire avoir une justice libre et une presse libre, c'est forcément le pays qui va avancer. Mais comme le pouvoir n'est pas dans cette logique dès le début, donc forcément le fait qu'il a réussi à mettre au pas la justice, il ne peut pas s'accommoder aussi que la presse soit libre. Et même si par ailleurs, concernant la presse, on a quand même des reproches à leur faire, puisque la crise ne date pas en vérité d'aujourd'hui, ça date depuis plusieurs années, lié essentiellement au fait qu'elle n'est pas organisée, donc le problème de la structure de la presse, mais c'est un problème global concernant la presse, c'est-à-dire c'est un problème global. Elle est liée aussi à la construction démocratique. Donc, c'est-à-dire c'est aussi le travail des citoyens. Comme le disait tout à l'heure l'avocat, quand il dit que le Hirak il précise bien que c'est une remarque bienveillante, c'est pas pour attaquer le Hirak, mais pour dire comme quoi les juges n'ont pas été suffisamment soutenus dans leur action. Les jeunes, c'est à peu près la même chose. Il faut que les citoyens comprennent que le droit à l'information, ce n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens. Les citoyens ont le droit d'être informés. Et nous avons vu d'ailleurs le Hirak au début, ils ont compris ça, puisqu'ils avaient souvent des pancartes où ils critiquaient les télévisions, parce qu'ils voyaient comme quoi qu'ils ne faisaient pas le travail qui devait être le sien. Donc aujourd'hui, le pouvoir, il est dans cette logique, mettre au pas tout le monde, pas seulement la justice. Il faut s'attendre aussi que même les avocats risquent d'avoir aussi des problèmes, pas uniquement les journalistes, parce que il y a Louisa l'a dit, il y a une forme de gestion, je ne sais pas si je peux utiliser le terme sécuritaire, ou lui il a utilisé brutal, mais en tout cas cette gestion par la force de gérer tous les segments de la société, toutes les corporations, c'est-à-dire on n'a pas encore conçu une solution qui sortent un peu des canons qu'ils ont dans leur tête depuis les années 70, et je pense qu'ils sont toujours dans les mêmes schémas. C'est à se demander, est-ce que finalement ils ont pris la mesure des changements qu'ils ont eu dans la société, et est-ce qu'ils ont pris la mesure des changements qu'ils ont eu à travers le monde? C'est à se demander finalement, est-ce qu'ils ne sont pas figés dans le temps? Est-ce que je peux dire quelque chose? Pour ma part, j'ai pas du tout le sentiment que par rapport à la justice, comme dans d'autres secteurs, on soit dans une situation figée, et j'ai pas non plus l'impression que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la justice soit le reflet de la toute-puissance du système politique algérien. J'ai plutôt le sentiment du contraire, parce que ce qui est arrivé depuis le début du soulèvement populaire, et je prendrai comme premier exemple la grève des magistrats, même si elle s'est terminée comme elle s'est terminée, on le sait tous, mais qui aurait imaginé un tel mouvement dans le corps de la magistrature? Et les juges eux-mêmes sont les premiers surpris de voir ce qu'ils ont été capables de faire. À mon avis, il ne faut pas sous-estimer ce qui est arrivé au niveau de la magistrature, même si ça s'est terminé en queue de poisson, entre guillemets. Ce mouvement de contestation d'un corps qui n'est pas du tout habilité à contester quoi que ce soit, c'est historique. Pour ma part, c'est historique. Et je suis persuadée que ça aura fatalement des conséquences à l'avenir. Premier élément. Deuxième élément, pourquoi j'ai pas le sentiment que c'est l'expression de la toute-puissance du système politique algérien? C'est que quand on est puissant, on n'a pas recours à ce genre de technique. Le procès de Tabou, ou tout un tas de procès, par exemple,
par rapport à l'emblème Amazir, accusations et condamnations à la prison ferme ici, relax là-bas. Avec remise de l'emblème. Comme le cas d'Annaba, c'était 10 ans, je pense. Des contradictions comme ça, l'affaire de Khaled aussi, contrôle judiciaire, ensuite mandat de dépôt, ensuite accusation que la justice n'a jamais prononcée. Ce genre d'actions qui sont effectivement brutales, sont pour moi l'expression de la fragilisation, et tu disais dégénérescence, ce serait plutôt ça, on est plutôt dans cette situation-là. Donc si la justice est aussi fragile aujourd'hui, au point que le citoyen lambda sait que la justice fonctionne par des coups de téléphone, c'est un élément fragilisant, c'est pas un élément qui renforce l'institution. Si les médias aujourd'hui sont si l'image des médias aujourd'hui est aussi catastrophique au sein de la population, ça veut dire quoi? Ça signifie tout simplement que le pouvoir ne peut même pas compter sur ces médias pour influencer l'opinion publique. Donc ça aussi, c'est un signe de faiblesse et non pas de force. Et tout ça conforte en fait l'hypothèse selon laquelle on est... C'était ta première question. A-t-il réussi son agenda? Non, sur tout un tas d'aspects, il n'a pas, en tout cas, il n'a pas su ou pu mobiliser les ressources qui puissent faire qu'il se stabilise et qu'il se pérennise. Une partie de la réponse, Maître Mlah, de la réponse donc d'un processus de libération et d'indépendance de la justice, est-ce que c'est pas quand même dans la Constitution? Il y a eu cet enjeu, une revendication très longue pour que le Conseil de la magistrature ne soit pas présidé par quelqu'un de l'exécutif. C'est le président de la République qui est encore proposé dans le projet de la commission Araba pour être le président du Conseil de la magistrature. Est-ce que c'est une véritable clé ou est-ce que c'est exagéré? Non, sincèrement, j'allais dire, ce n'est qu'un détail. Parce que le mal de la justice, il provient essentiellement de sa dépendance vis-à-vis de l'exécutif. Dans son organisation, ses moyens d'action, la gestion des ressources humaines notamment. Donc je reviens un peu, je rebondis ce que dit à présent notre ami Aït Hamadouche. C'est vrai, ce qui s'est passé est énorme, mais ce que je veux dire, tout simplement que le changement n'a pas touché les centres de décision. Les magistrats auraient pu, je le dis bien, lors des premières semaines, par exemple, imposer une gestion plus démocratique des juridictions. Imposer vraiment dans l'immédiat de couper tous les liens avec les chancelleries et laisser les juridictions fonctionner selon la loi. Mais tout ça n'a pas été fait. Au contraire, on a vécu au même moment, que le système avait le bras long et qu'il pouvait frapper pendant le Hirak. Donc, on avait l'impression que le vendredi était pour nous. Par contre, les jours de semaine, les centres de décision fonctionnaient comme avant. Donc c'est un peu paradoxal ce qui se passait le vendredi et les jours. Donc tout simplement pour faire le bilan, on aurait pu, j'allais dire, imposer quand même un changement. Mais là, on était toujours au début d'une révolution, mais pas plus. Voilà. Oui. Merci. Nous, malheureusement, ne pouvons pas continuer. Au-delà, il est 18h40 et il y aura quelques-uns d'entre nous qui vont probablement dépasser le 20h du couvre-feu. On va s'arranger. Je fais un signe à la Dream Team, l'équipe technique de Radio M qui est derrière la vitre. On va s'arranger pour que chacun arrive en sécurité chez lui en temps et en heure. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant toute cette saison. Le Café Presse Politique sera, Inch'Allah, de retour au début septembre. Peut-être même à la fin du mois d'août s'il se passe quelque chose d'important. Le Hirak, ce sera toujours lié au Hirak, ce qui est important de notre point de vue. Je pense qu'il faudrait que la
crise sanitaire régresse, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'a pas parlé du Covid et de ses conséquences, même si on creux politiquement, il a eu une incidence, c'est une évidence. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés encore une fois, Karim Kebir. Merci beaucoup, Louzaïd Hamadouche. Merci beaucoup, Maître Abdelhak Mellah, de 2 émissions ces 15 derniers jours sur les antennes de Radio M qui nous ont beaucoup aidés, beaucoup éclairés. Nous rappelons à nos amis auditeurs que Radio M est une radio d'abord, qu'on peut la suivre en streaming tout le temps sur l'application Radio M émergent qu'on peut télécharger sur Play Store et sur nos sites si vous avez le VPN sur Maghreb émergent et sur radio1.info. Vous pouvez suivre tout le temps nos émissions et nos podcasts sur cette application. Merci, on vous souhaite un bon mois d'août et à très bientôt. Très probablement, nous l'espérons, en tous les cas avec Khaled Rani. On sera en tous les cas là le 3 lundi 3, et on fera une émission spéciale en liaison avec le procès et éventuellement les décisions qui seront prises avec ce procès. Merci beaucoup. À comme ça. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.